Salut à tous, c'est Steve de Deos SDI et je suis avec Lionel Dimitrievitch. Comment vas-tu? Pas très bien, très bien, merci. Fin d'année qui Est-ce- approche, là. Mais C'est agréable. exactement, et oui, d'accord. Les fêtes. Effectivement, si vous aimez le 13-30, il faut aimer celui-ci parce qu'après, il va y avoir une Exact. petite pause pour la fin d'année, pour mon anniversaire et tout ça. Mais d'abord, j'avais une question très importante. Et oui, c'est mon anniversaire, c'est dans Euh, 8 jours. 8 jours, attention. Pas 7, pas 10, 8. J'avais une petite question pour toi. Combien on gagne ce soir? Ah, bonne question. Alors, je vais être méchant avec nos amis marocains, mais je vois bien un 3 ou un 4, 4-0 ou 4-1, quelque chose comme ça. 48-0 pour le premier set. Merci. Exactement. Non, non, je pense que Mais j'ai envie de te la dire, surprise est espérons-le. finie. Espérons-le. Ouais. Je pense que l'équipe de France a suffisamment de sérieux pour ne pas se dire, ah oui, non, mais là, ils sont venus en babouche, les mecs. Voilà. On va croiser les doigts. Exactement. Donc, un petit point sur le bonsaï. Il se reprend. Il se reprend. Il est un peu séché du côté, de son côté droit. Mais j'ai réaugmenté un petit peu l'arrosage et ça va un petit peu mieux. Dernière information de taille. J'ai un nouveau chat, il n'est pas exclu, qui s'approche et vous serez très heureux de le voir parce qu'il est tout petit, très gentil, mais il est très actif, très actif. La porte est fermée, mais on ne sait jamais. Et donc aujourd'hui, tu nous parles de NGRX Store. Avec le nom, déjà, ça a l'air savoureux. Ouais, c'est un peu le nom sorti de l'espace, on va dire, NGRX Store. C'est un concept que beaucoup de gens en entendent parler quand on fait de l'Angular, et là le but ça va être un petit peu d'expliquer ce que c'est que ce NGRX Store, d'où est-ce que ça vient, et une petite démo pour une mise en place, voilà, quelque chose de très simple, les bases on va dire, de comment ça se met en place. Ok, très bien. Bon, Voilà. on va pouvoir démarrer tout de suite. Hop là, avec les slides. Tu peux y aller, tu peux lancer. Et ben on y va du coup. Donc du coup, ce que je disais, NGRX Store, en fait, bah, c'est en fait un store pour Angular. En fait, on va voir d'où est-ce que ça vient. Si j'arrive à mettre ma souris au bon endroit, voilà. Bim. Et on va voir un petit peu en termes de concept ce que ça donne. En fait, quand on va gérer une application Angular de manière traditionnelle, on va avoir un composant, un component qui va référencer un service, puis un autre service. Ce service peut référencer un service et on échange des données, en fait, les données dans l'application avec ces divers services. Quand on a un Mhm. component de 3 services, ça va encore à peu près. Si je commence à rajouter des components qui eux-mêmes vont interroger d'autres services, bah, ça commence à devenir un petit peu le bazar. Si je rajoute encore, bah, c'est encore pire, etc., etc. Et en fait, une fois que l'architecture est faite comme ça, bah, si on veut modifier un élément dans un service, bah, on voit bien que c'est pas envisageable parce qu'on ne connaît plus finalement les dépendances et on va avoir des effets de bord assez dramatiques. Tout simplement parce qu'en fait, la gestion des données au niveau de l'application, bah, elle est répartie sur les différents services et elle n'est pas centralisée. Donc du coup, alors ça c'est, je dirais, la manière classique, hein, traditionnelle. Du coup, il y a des technologies, on va dire, qui existent aujourd'hui dans le monde des données, qui permettent de pallier à ces problématiques et d'avoir des points de référence. Et quand on parle au niveau des données, de ces points de référence, on va parler de CQRS, en fait. C'est quoi CQRS? CQRS, c'est Common Query Responsibility Segregation. Donc en gros, on va séparer la manière à laquelle on accède aux données de la manière dont on la modifie. Et donc, on va avoir des chemins complètement différents, ce qui fait que la modification se fera d'un côté et la récupération des données de l'autre. C'est ce qu'on voit ici sur le schéma. Donc, on va avoir une interface graphique. On va envoyer des commandes pour modifier la donnée. Et en général, quand on fait du CQRS, on va mettre un event store entre les deux. Donc, en gros, on va avoir un magasin qui va stocker les événements, tout ce qui a pu se passer finalement sur les données, les ajouts, les modifications, les suppressions. Mhm. Et ici, on va avoir un store qui va nous représenter l'état à un instant T. Et en fait, quand on va vouloir modifier finalement l'état de nos données, on va passer par le commande modèle. Donc, on va envoyer une commande, par exemple, supprime telle donnée. Dans l'event store, on va stocker la valeur supprime la donnée et dans le state, on va concrètement supprimer la data. Mais l'avantage, c'est que vu qu'on découple, on sera à n'importe quel moment en mesure de reconstituer ce state store en fonction de ce qui s'est passé. Donc, je vais pouvoir Mhm. à un moment donné dire j'ai perdu mes données, c'est pas grave, j'ai l'event store, je vais reconstituer finalement tout mon store. Et puis derrière, pour aller requêter sur le state, on va avoir un query model et on va récupérer en fait les données par ce biais-là. Donc en fait, on interroge le state store pour récupérer les modèles et puis on a un chemin un peu différent pour aller modifier les données. Donc ça, c'est le concept CQRS et en fait, ce principe-là, finalement, pourquoi je l'ai mis là? Parce que c'est pas deux choses qui sont vraiment corrélées
intrinsèquement, mais par contre intellectuellement, dans le concept, c'est relativement proche de ce que c'est qu'un store en fait, des applications, JS, on va dire principalement. Et en fait, ce pattern-là, c'est le pattern qu'on appelle le pattern Redux. Et donc ce pattern Redux, vous allez voir, c'est quand même relativement similaire. On va avoir la vue ici, donc qui correspond à notre UI, hein, concrètement. Mhm. On va faire des actions sur cette vue, on va vouloir modifier, supprimer des données. Donc on va lancer une action qui elle-même va passer ensuite dans ce qu'on appelle un dispatcher, où il y a des middleware, peu importe. En gros, un dispatcher qui va appeler potentiellement des API, donc avoir des effets de bord par rapport à ce qu'on veut faire, et puis passer dans une petite boîte ici qu'on appelle le reducer, qui elle va modifier le state. Donc vous voyez, on est un petit peu proche du schéma que j'avais, qui était là, qui était précédemment ici. Donc on a les actions, on peut dire que c'est notre commande modèle, par exemple les actions, et puis on a notre event store, donc c'est toute la partie ici finalement store, et puis le state qui est la partie finalement qui va être exposée et sur laquelle on va pouvoir venir requêter pour afficher nos données dans les vues. L'avantage de ça dans une application par rapport à tout à l'heure où on avait plein de services, bah, c'est que c'est centralisé en fait. Et du coup, c'est un des avantages du store. Donc les principes, si on parle uniquement de Redux et qu'on enlève un petit peu CQRS de la boucle, c'est d'avoir un seul point de vérité. Notre store, c'est l'endroit où les données sont à jour et c'est notre point de vérité dans l'application. C'est pas un autre service qui doit nous fournir de la data. L'état, donc le state, il est en lecture seule. On ne peut le changer que par une action. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas directement interagir avec l'état comme on peut le faire avec un service, par exemple. On va pouvoir aller modifier la valeur depuis un élément extérieur. Là, ici, on va être obligé d'effectuer une action pour lui dire, bah, je veux changer ma valeur, je veux effectuer telle action, je veux supprimer telle donnée, je veux mettre à jour telle donnée, et on ne passera que par une action pour modifier l'état. Donc du coup, ça permet de sécuriser un petit peu. Tous les changements qui sont faits dans le store, ils sont faits avec ce qu'on appelle des fonctions pures. Alors, il n'y a pas de notion de pur, impur, voilà, il n'y a pas de méchanceté là-dedans, mais une fonction pure, c'est une fonction en fait qui ne fait appel à aucun composant externe. En gros, quand vous lui rentrez deux paramètres, vous aurez toujours le même résultat en sortie. Il n'y a pas d'effet de bord possible. L'addition, par exemple, c'est une très bonne fonction pure. Vous avez un entier A, un entier B. La sortie, c'est A plus B. Peu importe ce qui se passe, à chaque fois que vous entrerez les mêmes A et les mêmes B, vous aurez la même chose en sortie. Voilà, c'est ça ce que c'est qu'une fonction pure. Donc du coup, c'est fait volontairement avec ce type de fonction pour pas qu'il y ait d'effet de bord et d'éléments tiers qui viennent interagir. Et donc, si on prend ces trois principes-là, bah, on a grosso modo ce qu'on va appeler Redux, c'est-à-dire que on ne va pas modifier, on va pas avoir d'effet de bord dans la modification de notre état. Notre état va être le point central, le point de vérité, donc le seul point de vérité. Et puis c'est en lecture seule, et donc on ne pourra pas modifier sans passer par une action. Donc voilà, c'est les principes de Redux. Et du coup, on va dépioter un petit peu ces différents composants. Donc on va commencer par le store. Donc le store, c'est quoi? Bah, c'est un objet. Concrètement, ça se matérialise par un objet JavaScript, hein, qui permet de stocker l'état d'une application. D'accord? Donc quand on parle d'état d'application, bah, c'est toutes les valeurs qu'on peut voir dans une application, que ce soit des listes, que ce soit des listes de données, hein, j'entends. C'est-à-dire qu'on va récupérer depuis une API une liste d'utilisateurs, par exemple, on va les mettre dans l'état. Mais ça peut être aussi, mon écran, il est dans tel état, je sais pas, je prends un exemple tout bête, c'est je suis en affichage dark ou en affichage light, bah ça on va le stocker en fait dans le store. D'accord? Donc ça permet d'avoir un point central où on sait que l'affichage il Mhm. est de telle ou telle manière. On va avoir un seul store par application. On ne va pas multiplier les points de vérité. Donc pour respecter ce pattern-là, on n'aura qu'un seul store par application. C'est important. Par contre, on va pouvoir travailler sur une partie du store, ce qu'on appelle des slices en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas un point d'entrée global et puis c'est le bazar un petit peu dedans. Non, non, on segmente en fait notre store en plusieurs types de données, plusieurs typologies en fonction des besoins. C'est ce qu'on va appeler des slices. La brique la plus essentielle en fait, et je l'ai déjà un petit peu évoqué sur la slide précédente, c'est qu'un état il est immutable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le modifier. En fait, quand on veut modifier l'état du store, on va lui refournir un objet dans son entièreté, un nouvel objet tout neuf qu'on aura retravaillé, mais on ne modifiera pas l'état du store directement. Ça, c'est important. Le changement d'état, on en a parlé, ça doit se faire exclusivement via des actions. Encore une fois, on ne va pas accéder directement à notre store et on va voir quand on va le mettre en place avec NGRX que c'est effectivement le cas. On peut pas les modifier directement. Et
L'autre élément important, c'est qu'on doit centraliser la mutation des états et c'est, je crois, la prochaine slide justement sur les réduceurs puisque c'est eux qui vont nous permettre d'effectuer ces mutations d'état. On le disait tout à l'heure, c'est le côté fonction pure, donc un réduceur, il n'a pas d'effet de bord externe qui peut amener un changement de comportement parce qu'on a un paramètre qui a changé à droite ou à gauche dans l'application, donc on reste sur quelque chose de cloisonné, et c'est ça qui va permettre de sécuriser finalement la modification de notre état. Il va prendre en paramètre une action, donc qu'est-ce que je veux faire, et puis un payload éventuellement, hein, d'accord, donc des paramètres supplémentaires, mais une action, l'état d'origine du store en paramètres également, et puis derrière, ça va renvoyer un nouvel état. Donc en gros, on va avoir un state, l'action qu'on souhaite effectuer avec son payload, et puis derrière, on va renvoyer un nouvel état. On ne fait pas d'appel à des fonctions qui ont un effet sur le monde extérieur, des appels d'API, etc. On verra qu'il y a d'autres mécanismes pour ça, mais le reducer, il ne fait que basiquement modifier l'état sur lequel il est en train de travailler. Il ne fait que modifier le store et on ne fait pas d'autres opérations avec. Et il existe, alors je ne sais pas si c'est global à Redux ou si c'est sur NGRX, je l'ai mis là, mais bon, peu importe. Il existe ce qu'on appelle des meta-reducers qui permettent de centraliser des effets globaux, en fait. Concrètement, on va pouvoir mettre un meta-reducer pour loguer tout ce qui se passe dans le store. Voilà, c'est un concept un petit peu à part, je l'ai mis là parce que c'est intéressant de savoir que ça existe. Ça ne s'utilise pas non plus ultra fréquemment, mais voilà, ça existe, ces reducers-là, donc qui permettent d'agir de manière plus globale. On l'a vu, pour modifier un store, il faut passer par le reducer, parce que c'est que le reducer qui peut modifier l'état, et pour que le reducer puisse fonctionner, il lui faut les actions. Et donc, c'est quoi une action? Bah, c'est quelque chose qui va permettre de définir ce qu'on souhaite faire. Donc, en général, il y a un nom d'événement et un payload. Et en général, on met un nom d'événement assez parlant. Et on verra qu'il y a des outils de trace. Et il vaut mieux que ce soit assez verbeux pour qu'on puisse s'y retrouver et savoir ce qui se passe au niveau du store. Parce qu'encore une fois, autant quand on a des services partout, on sait ce qui se passe quand on fait appel à une méthode, mais on ne connaît pas les impacts. Autant là, sur un store, vu que tout passe sur un point central, c'est un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que si on n'est pas très verbeux et très explicite sur ce qu'on fait au niveau du store, ben on va vite se retrouver avec des événements et on saura plus ce qui se passe en fait. On va essayer de faire en sorte d'organiser le code à peu près proprement en mettant des constantes en termes d'actions, parce que vous verrez, c'est du texte en fait pas mal dans les actions, à part la partie payload. Et puis, on a la possibilité, alors j'avoue que je l'utilise pas beaucoup, mais on a la possibilité d'injecter en fait les actions par Angular, ce qui permet de faciliter un petit peu le travail. La dernière brique qui est importante, parce que jusqu'ici on a vu que bah voilà, on envoie une action, ça modifie le reducer, enfin ça appelle le reducer modifie le store, mais par contre, comment est-ce que je fais pour fonctionner avec le monde extérieur? Parce que là, je suis dans une boucle fermée. Et donc c'est la partie middleware qui va s'appeler effet avec NGRX. Et en fait, justement, ça va permettre de pouvoir faire des actions de type effet de bord. Typiquement, j'appelle une API, je veux récupérer de la donnée depuis une API, bah, je vais passer par un effect en fait. Quand je veux charger des données, je vais envoyer en fait une action à mon store en lui disant load. Le load va appeler un effet qui va appeler mon API, et une fois que j'aurai récupéré mes données, en fait, je vais appeler une nouvelle action pour lui dire j'ai réussi à charger mes données, et donc maintenant tu peux mettre à jour les données dans le store. Et donc du coup, concrètement, ça se transforme avec deux actions pour faire un chargement, mais ça permet vraiment de sécuriser les échanges. C'est vraiment très intéressant et très sécurisant. Dans les effets ou dans les middleware, on va pouvoir avoir des impacts sur des systèmes tiers, typiquement des API, hein. Je vais pouvoir mettre à jour des données sur mes API, et je vais pouvoir également, là vous comprenez bien qu'il va y avoir comment dire, une désynchronisation entre mon store et mon API. Donc soit j'essaie de la faire synchrone et j'attends d'avoir modifié ma donnée sur mon API, au niveau de mon API, au niveau de mon backend, pour mettre à jour mon store, soit je peux partir d'un système optimiste et je vais avoir du coup une plus grande fluidité dans l'interface, et je vais faire plutôt modifier d'abord mes données en local et ensuite appeler l'API. Et donc du coup, après, je vais devoir gérer un rollback éventuel si ça s'est mal passé au niveau de l'API. Les effets, surtout, ils ne modifient pas l'état du store. Il faut surtout pas que ça touche au store. En fait, c'est pas le but. On l'a vu, il y a que les reducers qui doivent y avoir accès. Et je sais que j'ai vu, ou j'ai pu voir des gens qui pratiquaient comme ça, en fait, en récupérant un latest, etc., en bidouillant un petit peu. Faut surtout pas faire ça. Et puis, autre élément très important, il ne faut pas gérer les règles métiers dans les effets. Les effets, ça sert juste, en fait, à appeler une API. Concrètement, c'est ce qu'on va faire 90% du temps. Et donc, il ne faut pas mettre des règles métiers
modifier dans ces parties-là. Ça sert à rien. C'est en amont, avant d'appeler l'action, qu'on va gérer les règles métiers. Ok. Alors, une question quand même que j'entends beaucoup, moi, c'est: «Ouais, Redux, c'est compliqué, et dans qu'est-ce qu'on doit l'utiliser, est-ce qu'on doit pas l'utiliser?» Alors, c'est vrai que Redux, le pattern, hein, globalement, NGRX, c'est pareil, Mhm. hein, il y a beaucoup de boilerplate. Redux, ça fait écrire beaucoup plus de code. Faut être concret, hein, entre, j'ai un service et je vais modifier la valeur, ça me coûte une ligne de code, et puis, j'ai un store, il faut que je fasse une action, il faut que je fasse un reducer, et cetera. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus de code. Autre inconvénient, c'est qu'on va avoir toutes les données en mémoire. C'est-à-dire que si on travaille avec une API, typiquement, si je vais charger toute une table, bah, je vais tout avoir en mémoire côté client. Donc ça peut être aussi gênant. On peut avoir des données sensibles. Donc peut-être à éviter, à voir. Et puis ça fait charger Mais aussi tout la à l'heure, mémoire, tu hein. avais dit que on pouvait segmenter Ouais, on justement va le store. segmenter, mais on va pouvoir, mais ça reste tout reste en mémoire. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire, par exemple, bah, j'ai mes users, donc c'est un slice, j'ai mes fournisseurs, c'est un autre Hmm, slice, j'ai, je sais pas, les entreprises, c'est un autre slice. N'empêche que je charge tout en mémoire. d'accord. Donc il faut gérer le cycle de vie des données et à un moment décharger quand on n'a plus besoin. Mhm. Typiquement, quand on est dans une partie d'une application, la bonne pratique, c'est dire, bah, quand je sors de ce module, si on travaille avec des modules, c'est à dire je décharge les données de mon store, en fait, parce que j'en ai Hmm. plus besoin. Le gros avantage, et ça c'est un vrai avantage de ce pattern-là, c'est que ça permet de centraliser la gestion de l'état de l'application, et ça c'est un bonheur. Une fois qu'on y a goûté, sincèrement, on n'a pas envie de revenir en arrière, parce ça facilite les choses, il y a moins de bugs, il y a moins de problèmes, c'est plutôt straightforward, enfin voilà, c'est assez clair. Et puis, il y a une phrase qui court un petit peu sur Internet, c'est: Redux, tant que vous n'en avez pas besoin, ne l'utilisez pas. La question, c'est quand est-ce qu'on en a besoin. Alors, sur Internet, on va souvent dire, on en a besoin, vous en sentirez le besoin et puis vous le mettrez en place. Je suis pas trop d'accord avec cette approche, parce que à partir du moment où on ressent qu'on a le besoin finalement de ce pattern-là, c'est que déjà on est parti trop loin, et que du coup, ça va amener du refacto de manière Hmm. assez conséquente, et du coup, ça n'a pas grand intérêt. Donc en fait, il faut voir, moi je pense vous allez voir, NGRX, c'est quand même assez simple à mettre en place. Je pense que voilà, dès qu'on a une application qui va commencer à être un petit peu sérieuse, un petit peu professionnelle, je pense que de facto, il faut utiliser un store, parce que ça nous facilite la vie plus tard. Et puis si on part sur des programmes de type en agilité, où on va commencer avec un MVP, puis après on ne sait pas trop jusqu'où on va aller, Mhm. je pense que d'entrée de jeu, ça vaut plus le coup de mettre un store. Le coût de la mise en place du store est vraiment minime par rapport au coût du refacto potentiel qu'il va y avoir derrière, si on est parti avec des services. Donc moi je dirais simplement, si vous codez à la maison, pour vous, et il y a 3 pages sur votre application, pas spécialement d'intérêt. Par contre, dès que vous commencez à vous dire, bah, je sais pas trop où je vais, je sais pas quelle taille va pouvoir prendre l'application, bah là on peut y aller et on peut le mettre en place, et on va voir que c'est pas si compliqué du tout. Je vous ai remis juste la photo qui vient directement du site NGRX, et vous voyez qu'on retrouve les mêmes principes, hein. On a le component. Alors on a le sélecteur qu'on n'a pas vu, le sélecteur, on va le voir en pratique, le sélecteur qui nous permet de récupérer la donnée. Et puis on voit qu'ici on a les actions, les reducers qui mettent à jour le store, et puis les effets ici, d'accord, qui permettent d'interagir avec. Mais on va passer, je pense, à la pratique tout de suite, C'est exactement. parti. J'appuie sur le bon bouton. Bim. Ouais, alors attends que je retrouve mon écran. Voilà, on est ici. Impec. Donc, ici, on est sur une application Angular, je l'avais dit, hein, puisque NGRX, c'est une implémentation du pattern Redux. Il y en a d'autres pour Angular, j'ai vu ça récemment. Il y a d'autres implémentations, mais j'ai pas été regardé. Euh, Ça s'implémente de manière relativement simple. On va déjà mettre en place un module. On va faire appel donc on est dans la pp module, là, hein, donc dans la racine. On va appeler le store module, donc on va le référencer. Et puis on va lui donner ici les slices. Donc users, ici typiquement, c'est un slice. Et on va dire que ce slice-là, il est géré par le reducer qui s'appelle user reducer. D'accord? Ça, c'est très simple. Et puis, on va avoir les effects modules. Donc, les effets, c'est ce qui va permettre d'interagir avec le monde extérieur, d'accord? Donc, avec les API. Et ce sont deux modules NPM différents. Si vous téléchargez NGRX tout seul, en fait, vous n'aurez pas les effets. Il faut télécharger NGRX Effects en plus, enfin l'installer dans son package pour y avoir accès. Et puis, on va pouvoir mettre ici une classe qui va nous permettre de gérer nos effets.
Ici, on voit le petit mot-clé, enfin le petit mot habituel for root, ça sous-entend que derrière, il y a un for feature et en fait, effectivement, avec NGRX, on va pouvoir gérer, des stores par feature et donc si vous faites du lazy loading, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir charger et décharger des slices de store dynamiquement grâce au lazy loading si on gère bien tout ça. Là, ici, on est dans une petite démo toute simple, avec un tableau d'utilisateurs et puis un formulaire pour créer des utilisateurs. Donc, il y a un seul slice. De toute façon, il faut utiliser for root. Donc voilà pour la configuration, pas grand chose. Un petit élément supplémentaire quand même, c'est ici le Store DevTools Modules, ce qui est intéressant puisqu'il va nous permettre dans le navigateur, donc dans la partie console, enfin la partie DevTools, d'avoir un écran spécifique qui va nous permettre de voir ce qui se passe au niveau de notre store. Et ça, c'est super pratique en développement quand on comprend pas trop ce qui se passe. Ça, c'est pour la configuration. Après, voilà, je vais vous montrer tout le boilerplate qu'on va avoir. Donc, on va d'abord commencer par créer un state, savoir ce qu'il y a dans notre store. Donc ici, moi, j'ai mes listes de users. Donc, je vais avoir users, d'accord, qui est un tableau de users. Et puis, je vais avoir un paramètre supplémentaire qui va être isLoading. Et ça, c'est pratique parce que quand on veut afficher les petits gifs là, qui tournent, eh ben, on va pouvoir s'appuyer sur ce paramètre-là qui est dans le store et qui va être géré dans le store. Donc, du coup, on a quelque chose qui va être complètement dynamique. On va avoir un state initial. Moi, je le mets ici au niveau du state. Certains le mettent dans la partie reducer parce qu'en fait, vous allez voir, il faut initialiser notre store avec quelque chose. Donc ici, j'initialise mon store avec une liste vide de users et puis je lui dis que je suis pas en train. D'ailleurs, ce serait plutôt isLoaded qu'il faudrait mettre que isLoading, mais peu importe. Le mettre à false. Une fois que j'ai mon état, donc je sais ce que je vais stocker finalement, je vais voir au niveau de mes actions. Alors là, j'ai fait du grand classique, hein. Il y a des générateurs qui permettent de générer ça automatiquement. Il ne faut pas forcément tout faire à la main. Du coup, j'ai géré un état load, create, update, delete classique. Et puis j'ai créé ici une empty action. Je vous expliquerai après pourquoi. Le load users, en fait, il va nous permettre de dire j'ai envie de charger mes utilisateurs, d'accord? Et puis, ce que je vous avais expliqué hier, n'importe quoi, tout à l'heure, je commence à fatiguer. Euh, quand on charge nos users, en fait, on ne fait pas le chargement concrètement, il faut que j'appelle l'API, donc j'ai un effet de bord. Donc il va falloir que j'attende finalement de récupérer la data pour dire j'ai réussi à charger. Donc en fait, on a deux actions. On a la première action, load users, qui va nous permettre de lancer l'effet, je charge, et le load user success, c'est j'ai réussi à charger. Donc maintenant, je mets à jour mon state. Et regardez bien, en fait, quand je dis load users, j'ai aucun paramètre. Par contre, sur le load user success, je vais envoyer un paramètre qui est ma liste de users. Donc, si je continue à descendre cette action, après mon action, je vais sur mon reducer. Et là, je vois ici que bon, le reducer, je passe sur la syntaxe, hein, mais en gros, on va lui donner un état initial ici, le user initial state que j'avais défini dans mon autre fichier. Et puis, je vais lui dire quand l'action c'est load users, je renvoie quoi? State et je suis en train de charger. Je fais appel à mon API. Et quand c'est load user success, là je récupère toujours mon state et je récupère mes users. Ici, vu que j'ai mon tableau de users, je renvoie directement users et je lui dis is loading false. Et du coup, mon état devient ma liste d'utilisateurs que j'ai récupéré depuis mon API et j'ai passé mon is loading à false pour dire que j'ai fini de charger. Et puis, vous voyez qu'ici, on a après tout ce qui est je crée un utilisateur où là, on va partir, on va récupérer les users qu'on a actuellement dans le state et on va rajouter un nouveau users. Et ensuite, on renvoie une liste complète. Vous remarquez ici que je ne fais pas un state.users.push puisqu'en fait, il est en lecture seule. Donc, je suis obligé d'en faire une copie avant de pouvoir renvoyer l'intégralité. Idem ici au niveau du delete. On fait quoi? On renvoie les users. Là, je prends les users, donc les trois petits points qui permettent de faire une pseudo-copie, une itération, on va dire. Bref, je récupère mes users, mais je filtre les users que je récupère et j'enlève ceux qui ont l'ID que je veux supprimer. Et du coup, mon état se retrouve sans cet élément-là. D'accord? Donc ça, c'est au niveau du reducer. Et puis la partie manquante, finalement, c'est la partie qui permet ici de faire la jonction entre load et load user success. Ce sont les effets. Donc ici, les effets, on va avoir le load all, d'accord, qui va être, donc on a une méthode qui s'appelle create effect, qui va nous permettre de faire un effet sur l'action de type load users, d'accord. Et là, j'ai un service derrière que j'appelle qui me permet de faire le chargement. Donc j'ai fait un mock de service, c'est un service qui fait pas grand chose, où j'ai des choses en dur, mais c'est pour montrer le principe. Une fois que j'ai fini, donc une fois que j'ai récupéré tout ça, qu'est-ce que je fais? Je renvoie une action load
user success avec les users que j'ai récupérés depuis mon service. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est quand, alors ça sera pour après, pardon, la petite cerise sur le gâteau, c'est avec le create et le create success. Pour le create, j'ai fait à peu près la même chose, create user, d'accord. Donc on va appeler notre action, et quand on a un success, donc on renvoie ici un success, mais j'ai fait encore un petit point supplémentaire, c'est que j'ai mis aussi un effet sur le success pour afficher tout simplement un petit toast pour nous dire bravo, ça a été mis à jour. Donc on va voir tout ça en pratique. Je sais pas quelle heure il est, je vois pas l'heure là. Il reste 5 minutes, c'est 55. bon. Il reste 5 minutes, on est pas On est mal. bien. On Je est vais bien. rafraîchir ici parce que je suis sur mon test. Tu sais que tu es le seul à ne pas avoir vu le chat. Ah J'ai pu bah oui, moi le, je suis j'ai pu caché, le je vois démontrer. rien. Et il est très très beau. Il est sur moi, là, il dort. Nickel. Donc, on est sur quelque chose de très simple. On a une liste d'utilisateurs. Alors là, mes données sont déjà chargées. Je vais juste revenir sur la partie chargement puisque c'est quand même un élément important. Alors, je sais plus où est-ce que je la fais. C'est pas dans le component, donc ça doit être dans the user list a priori. Voilà. Ici, j'ai référencé mon store, donc j'ai injecté en fait mon store, d'accord. Et puis je vais faire un select sur un sélecteur qui est, je sélectionne tous les utilisateurs. Alors le sélecteur, en fait, c'est une pièce importante, hein, mais on n'a pas le temps de tout voir. On va en faire sans doute un deuxième pour aller plus loin sur les sélecteurs. Mais en gros, un sélecteur, ça veut dire comment je veux récupérer mes données. Donc en fait, ici, je vais récupérer un état. Donc je vais récupérer mon slice users. Et mon select all users, bah, c'est simplement, je récupère de mon état state.users. Rappelez-vous, dans le state, j'ai aussi un isLoading qui traîne. D'accord. Donc là, c'est juste pour dire, je veux récupérer uniquement mes users du state. Et c'est un observable qui ne sera mis à jour que lorsque users va changer. C'est-à-dire que si mon isLoading change mais que users ne change pas, mon observable n'émettra pas. Donc ça aussi, c'est un côté hyper intéressant parce que finalement, on n'écoute que ce dont on a besoin. Donc je récupère ici, je fais un take until voilà, pour ne plus souscrire après derrière. Et puis tout simplement, je viens mettre mes values dans mon tableau de users ici. Ça me permet de charger mes users. Donc ici, j'ai mon service avec 3 valeurs par défaut. Hop là, j'ai rechargé Albert Dupont, Zébulon Durand et Martin Clément, qui sont tous les 3 ici. Je vais aller rajouter un utilisateur et je vais aller ajouter Steve dans cette liste d'utilisateurs. Très bonne idée. Hein, bonne idée. C'est ce que je me suis dit aussi. Et puis je vais juste activer quand même quelque chose ici. Je vous en avais parlé. Hop, alors, on va essayer de le rattacher. Voilà, ici. Voilà. Et en fait, ici, on a. Ah, je ne l'ai pas installé. Mince, il est sur Chrome. Attendez, 2 petites secondes. Je relance ça avec Chrome. Vas-y, vas-y. Parce que je ne l'ai pas installé sur Brave, le petit composant. C'est pas dramatique. On revient dessus. Hop. Et on va aller. Je vais revenir sur ma liste. F12. Pareil, il n'est pas attaché. On va l'attacher, voilà, comme ça sera plus facile à lire. Et ici, on a un petit truc qui s'appelle Redux. Et en fait, ici, on va voir passer tout ce qui se passe dans notre store. Et vous voyez qu'ici, on voit que j'ai appelé l'action load, en fait. Et de là, je peux voir ce qui s'est passé au niveau de l'état. Donc là, je vois que j'ai rien dans mon état, d'accord. J'ai appelé une action load et mon état n'a pas changé. Et si je vais sur load success, je peux voir mon état qui a changé à partir du moment où cette action a été exécutée. Je vois que mon état a changé. Donc, je peux aussi faire la différence, par exemple, et il va me dire que par rapport à l'état précédent, ben, j'ai 3 nouveaux éléments qui sont arrivés. Je peux voir au niveau de l'action les paramètres qui sont passés, etc., etc. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ce petit composant. Oui. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Redux DevTools, je crois. Faut une petite recherche Google, ça se retrouve assez facilement. Du coup, je vais aller créer Steve. Ah, attends, on a une question. Est-ce que ça affecte les performances, le fait d'avoir une grande liste de users, par exemple? Bah forcément parce que enfin ça affecte les performances. Disons que ça va affecter la mémoire. Donc après, comme on fait du web, on ne sait pas quelle machine a le client en face. Nous, on est dev, on a plutôt des machines, on va dire correctes. Si une personne se connecte avec une machine qui a 2 gigs de RAM, bah forcément ça prend de la place, hein, c'est de la place en mémoire. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est qu'il ne faut pas user et abuser, et ne pas vider, ne pas je veux dire, se contenter de charger tout le temps les données, mais il faut de temps en temps vider aussi parce que bah, on utilise de la puissance de calcul et de la puissance de traitement côté client et on ne sait jamais quelle machine a le client. Donc il faut faire attention par rapport à ça, bien évidemment. Après, là, on part sur 3 données, hein, donc ça va pas vraiment affecter 3, les c'est bien. performances. Donc j'enregistre Steve, et vous Bien. voyez, on est passé, et puis j'ai mon petit bravo qui est arrivé ici grâce à mon action.
Donc j'ai mon add ici qui est passé. On voit que l'utilisateur, il a un GUID, d'accord? Donc ça c'est un peu ma règle métier, on va dire entre guillemets. J'affecte le GUID, Steve, Savio. Action, on voit ici c'est user add et c'est là où c'est important d'être très verbeux dans cette partie-là. Il y a notamment des gens qui conseillent d'avoir des actions différentes en fonction de l'écran sur lequel on est, même si ça fait la même chose au niveau du store, tout simplement pour pouvoir cibler ce qui se passe. Et puis le add success ici, où on a repassé les informations de l'utilisateur qui a été créé, puisque ici dans mon add, on va voir que le state n'a pas bougé. On a toujours 3 utilisateurs dans notre state, d'accord? Et c'est uniquement quand j'ai fait le add success qu'on voit apparaître le 4e utilisateur. Et ici, l'action vide, pourquoi il y a une empty action ici? Tout simplement, pour pouvoir mettre mon effet, à la fin de mon effet, je suis obligé de renvoyer une action. Et donc, j'ai créé une action vide pour pouvoir afficher mon petit message. Si je mets un deuxième, mon petit message ici qui soit géré au niveau de l'effet et pas au niveau de mon interface graphique, puisque du coup, je ne sais pas concrètement quand est-ce que c'est mis à jour. Si je reviens sur ma liste, bien évidemment, on retrouve tout le monde, puisque tout ça marche avec des observables, et que du coup, à partir du moment où on a modifié notre sort, tout vient se mettre à jour automatiquement, et c'est juste génial. Alors, un peu de boilerplate, un peu d'éléments à créer. Je vous avoue qu'au début c'est un peu long, mais après j'entends le coucou et j'ai bientôt fini. Au début c'est un petit peu long à mettre en place, ça demande un petit peu de pratique, mais après ça permet alors, je vais pas dire de faire des applications bug free, mais ça quand même minimise les problèmes qu'on peut rencontrer. Et puis surtout, on fait beaucoup de copier-coller par la suite, parce qu'une fois qu'on a la base, on est tranquille. Et puis il y a des schematics qui sont disponibles et qui permettent d'accélérer les développements. Voilà, j'en ai fini pour la démo. On a une pour tout ce que question. j'avais à dire, vas-y, on y va. À quel moment tu vis des données? Supposons que j'ai une liste de users, une liste de produits. Si je switch entre les deux composants, est-ce que je dois vider le store de l'autre ou c'est pas aussi simple? Alors, c'est pas aussi simple que ça dépend en fait de l'utilisation qu'on va avoir des datas. On va avoir des datas qui vont potentiellement être transverses sur toute l'application. Donc dans ces cas-là, on va plutôt la mettre sur un store root, on va dire. Et puis ensuite, on va avoir des datas qui vont être par feature. Donc quand on fait du lazy loading, on va plutôt avoir tendance à faire des modules par fonctionnalité. Et c'est plutôt à ce niveau-là qu'il faut agir et se dire, alors qu'est-ce qui a besoin d'être transverse et d'être partagé entre les différents modules, et puis qu'est-ce qui est unique à mon module. Et ce qui est unique à mon module, une fois que je sors, je le vide. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut gérer la situation. Mais c'est typiquement les données de référence qu'on va avoir. Alors, je ne sais pas si je prends des trucs avec des civilités, par exemple, monsieur, madame. Voilà, on va plutôt le gérer au niveau transverse. Par contre, la liste des clients, par exemple, du magasin, si j'en ai pas besoin ailleurs que dans un écran parce que je les gère à cet endroit-là, je vais les charger qu'une seule fois, je vais les décharger après derrière. Après, il y a une deuxième problématique à prendre en compte, c'est qu'à chaque fois que je vais décharger, recharger, je vais refaire appel à une API. Des fois, ça peut être plus intéressant en termes de performance de garder les données en mémoire parce qu'on a une fluidité au niveau de l'interface qui est plus intéressante aussi. Donc tout ça, il n'y a pas vraiment de règle écrite, c'est à jauger. Par contre, voilà, faut quand même maîtriser ça va dépendre aussi du volume. la quantité de données. Exactement, ça dépend de la quantité de données. Je crois qu'en ce moment, tu es sur un projet, Steve, où il y a quand même beaucoup de data qui circulent. Là, c'est intéressant de pouvoir vider quand on change de module. Ok, très bien, c'était très très cool. Alors attention pour ceux qui veulent savoir, parce que je sais que vous en faites partie. La semaine prochaine et la semaine d'après, c'est les vacances du 13 Ah, j'ai oublié mon chapeau de Père Noël, mince, j'aurais dû le mettre. Mais fichtre, ce n'est pas grave. Et nous avons un retour du 13-30 le mercredi 4 janvier avec, attention, le retour de Lionel Dimitrievich de ses vacances. Spécialement pour faire du GraphQL, fichier EPUB et tous leurs amis. Ça va être dingue. C'est la suite de l'épisode de la semaine dernière, si je me dis, de la semaine d'avant, je sais plus. Ou de la semaine d'avant, la semaine d'avant. Et voilà, merci à tous sur le chat. Et puis on vous dit bonnes vacances, bonne fête de fin d'année, bon anniversaire à moi-même. Et puis donc on se retrouve en 2023, salut. Salut.